bonjour à tous et merci. Merci à la SFCR effectivement de nous laisser présenter ce travail. Merci à Philippe et à Féti qui ont coordonné cette table ronde. On m'a demandé de faire un petit topo plutôt sur les paramètres locaux, thoraciques et lombaires, sur les rappels des corrélations existantes et comment ça se passe en termes de vieillissement. Et il s'agit évidemment donc de rappels et beaucoup de choses sont connues, mais il est toujours intéressant de rappeler que toutes ces analyses ont été faites sur des volontaires asymptomatiques initialement, avec des mesures sur les téléradiographies de profil où on a décrit un certain nombre de paramètres. Philippe a bien résumé les paramètres globaux. On va un peu plus s'intéresser donc aux paramètres régionaux, syphose thoracique, lordose lombaire. Les valeurs de syphose et de lordose sont très variables et vont dépendre effectivement des types de dos et des types de Roussoulis. Ce qu'on peut regarder et garder en mémoire, c'est que globalement ces courbes sont censées être proportionnelles entre elles. On a souvent une grande lordose et une grande syphose et inversement. Il a été montré, et notamment par Jean Duhousset, qu'il fallait évidemment pas s'arrêter au rachis, c'est que le bassin était un élément majeur dans l'évaluation de l'alignement sagittal. Ce bassin constitue une véritable vertèbre pelvienne et qui est finalement le fusible ou le régulateur de l'alignement entre le tronc et les membres inférieurs. Tous ces paramètres donc, qui deviennent d'équipes françaises et sont maintenant largement connus, avec les trois paramètres principaux que sont l'incidence pelvienne, qui est donc un paramètre anatomique, et deux paramètres positionnels qui vont être la version pelvienne et la pente sacrée. Ces trois paramètres sont reliés entre eux par une formule mathématique qui est l'incidence est égale à la somme entre la pente sacrée et la version pelvienne. L'incidence pelvienne donc, est un paramètre anatomique qui est l'angle entre le centre des têtes fémorales, le milieu du plateau sacré, et la perpendiculaire au milieu du plateau sacré. Il est censé donc être invariable pendant la durée de la vie adulte et il n'est pas affecté par la position du patient, c'est-à-dire que quelle que soit la position du bassin dans l'espace, l'angle d'incidence pelvienne est constant. On peut, de manière très pragmatique, essayer de décrire des grands types d'alignements avec des incidences pelviennes grandes, où on va avoir des grandes lordoses et des grandes syphoses, et des faibles incidences, où on va avoir des courbures qui sont assez peu marquées, avec des lordoses assez faibles et des syphoses assez faibles, ce qui a amené, dans un certain nombre de publications, à faire une estimation pragmatique qui vaut ce qu'elle vaut de la lordose lombaire, qui est en gros que la lordose est à peu près équivalente à l'incidence, plus ou moins 10 degrés. Tout dépend évidemment des paramètres qu'on détermine. Est-ce qu'on se base sur la lordose L1, S1 ou sur la lordose au point d'inflexion ? Il n'en reste pas moins que c'est pragmatique, mais c'est probablement pas forcément le plus correct en pratique quotidienne. Le deuxième paramètre qui est important est donc la version pelvienne. C'est lui un paramètre positionnel, c'est l'angle entre le centre des têtes fémorales et le milieu du plateau sacré, et la verticale, et cet angle lui va être par contre affecté par la position du patient. Comme l'a très bien décrit Philippe avant, il s'agit d'un paramètre qui agit comme un mécanisme compensatoire, et donc dès lors que le bassin va bouger vers l'arrière, notamment lors du vieillissement, on va avoir une augmentation progressive de la version pelvienne. Quand on s'intéresse aux relations entre les paramètres, eh bien on trouve un certain nombre de publications avec des très beaux schémas, dont celui-ci d'ailleurs, et où on décrit en fait finalement toutes les corrélations entre les différents paramètres de l'alignement spinopelvien. C'est pas forcément très digeste, mais si on veut essayer de résumer plus simplement les choses, il faut garder en mémoire que la pente sacrée et l'incidence pelvienne vont être fortement corrélées à la lordose lombaire, et la lordose lombaire va être elle-même corrélée à la syphose thoracique, qui constitue finalement une véritable chaîne de corrélation des paramètres entre eux. Il y a assez peu de corrélation directe entre les paramètres spinopelviens et la syphose thoracique, c'est vraiment une organisation ascendante. Le bassin conditionne la lordose va conditionner la syphose. Puis survient le vieillissement qu'on va voir ensuite dans les présentations suivantes. On va avoir au niveau donc de ces paramètres régionaux, syphose thoracique et lordose lombaire, des modifications avec une augmentation progressive de la syphose, une diminution de la lordose. Et les conséquences directes de ce vieillissement de la colonne vertébrale vont être une augmentation du déséquilibre antérieur, avec donc une augmentation du SVA ou de la gîte de T1. Et pour compenser tout ça, on va avoir le bassin qui se met du coup en rétroversion progressive, qui va se traduire par une augmentation de la version pelvienne, qui est limitée par la réserve d'extension de hanche.
Tout ça pourquoi ? Pour maintenir les deux objectifs de la bipédie, de la posture économique et de maintenir la tête au-dessus du bassin avec un regard horizontal. D'un point de vue pratique, quand ces mécanismes compensatoires sont dépassés, eh ben on va avoir du coup des modifications qu'on voit très rapidement en consultation, déséquilibre antérieur, flexion des genoux. On est dans ce cas-là dans une situation qu'on peut difficilement qualifier de normale. On est vraiment dans le cadre d'un déséquilibre décompensé. Alors finalement, est-ce que l'alignement sagittal et notamment les courbures, est-ce que c'est aussi simple ? Probablement pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait la lordose, elle doit être séparée en plusieurs arcs et se pose toujours la question, mais on va le voir ensuite, que probablement la lordose L1 S1 n'est pas suffisante, mais qu'il faut plutôt prendre les points d'inflexion. Et cette lordose, elle doit être différenciée entre ses arcs supérieurs et ses arcs inférieurs. Des travaux récents de Sébastien Pesanti avait mis en évidence que la lordose L4-S1 était constante et que l'incidence pelvienne était, elle, corrélée à la lordose proximale. Évidemment, c'est déjà des résultats intéressants, mais il faut les pondérer par le fait que c'était une lordose L4-S1 basée sur les groupes d'incidence pelvienne, mais pas en fonction de l'apex, et que probablement que si on étudie tout ça en fonction des différents types de Roussoulis et des points d'inflexion, on organisera et les résultats seront présentés de manière différente. Le deuxième point qui est fondamental et dont Philippe a un petit peu parlé avant, c'est finalement cette incidence pelvienne. Est-ce qu'elle est vraiment stable et invariable au cours de la vie adulte? Il a été démontré qu'en post-opératoire de fixation lombo-pelvienne, on mettait en évidence des modifications de l'incidence pelvienne en fonction du type de fixation distale. Et en fait, les travaux de Lee mettaient en évidence en fonction du type de fixation distale. Si on s'arrêtait en S1 ou si on allait sur les ailes iliaques, on voyait en post-opératoire dans le suivi des patients une modification de l'incidence pelvienne chez les patients chez qui on s'était arrêté en S1. Puis récemment également un article de Jean Legay qui montrait qu'il existait une modification de l'incidence pelvienne progressive avec l'âge, et tout ça se traduit très probablement en fait finalement par la persistance ou l'apparition d'une mobilité des articulations sacro-iliaques, ce qui fait que progressivement on obtient une augmentation de l'incidence pelvienne au cours du temps. Pour conclure sur les courbures régionales, ces courbures donc constituent une véritable chaîne de corrélation et dépendent donc du socle des paramètres pelviens. Le vieillissement normal va entraîner de fait des modifications de cet alignement sagittopelvien, et il est important, je pense, qu'on vous les décrive, parce que dans la pratique clinique, le physiologique est déjà différent de ce que des fois on nous décrit dans les articles, et l'objectif des communications suivantes va être justement de voir comment évoluent les différents types de dos.